Alors, je vous propose de démarrer puisque Jérôme va partir à 20h30 et qu'on va tenir les délais. Même si je pense que dans la salle, il y aura assez peu de questions. On a aussi une rediffusion en direct sur YouTube, donc on n'est pas à l'abri d'en avoir en ligne. Je vais introduire rapidement le sujet de cette conférence de clôture de cette journée française de la première édition de Numérique en commun ESS Europe, sur un sujet qui nous anime tout particulièrement au Social Good Accelerator, le financement de l'innovation numérique de l'ESS. Comme nous le rappelons très souvent, il y a deux enjeux majeurs et je pense qu'on les a bien déjà établis tout au long de la journée. Il y a celui de la transition numérique des organisations de l'économie sociale et en particulier celles qui ont un but non lucratif, qui est une sorte d'impensé politique, il faut bien le dire, et qui est très peu soutenu puisque les subventions comme les financeurs privés tendent à soutenir du projet et très peu de la structure et de l'organisation. La transition numérique étant un sujet éminemment structurel qui nécessite un accompagnement au changement, une acculturation, une montée en compétences sur un temps long, avec dans l'ESS a fortiori des enjeux éthiques qui complexifient un peu la donne, et par ailleurs des parties prenantes qui sont aussi un petit peu plus nombreuses que dans un modèle classique, sans parler du modèle économique hybride. Donc on est face là à un enjeu complexe qui n'a pas encore trouvé de financement à la hauteur des enjeux, puisqu'on le rappelle également souvent, les organisations de l'économie sociale et solidaire sont des courroies de transmission et on n'arrivera pas à atteindre de niveau de maîtrise des compétences numériques de base qui sont essentielles aujourd'hui pour accéder aux droits et accéder à la citoyenneté sans avoir une mise à niveau des intermédiaires. L'autre sujet étant l'innovation numérique. Donc là, on parle des modèles numériques de l'économie sociale et solidaire qui très courageusement choisissent de créer des services numériques ou des alternatives aux solutions numériques du marché pour répondre à des besoins qui sont mal couverts par la puissance publique ou par le système capitaliste et qui peinent également à trouver cette fois-ci de l'investissement. On sait que l'investissement numérique est très gourmand puisque complexe comme il est, il nécessite des investissements de départ assez importants. Dans le système des startups, on fait appel à l'equity, donc à la prise de participation dans l'entreprise. Dans les modèles d'organisation de personnes, c'est un petit peu plus compliqué. Je vais m'arrêter là. Je vais laisser les intervenantes, on fait l'inverse de d'habitude aujourd'hui, développer tout cela. Et donc, je remercie tout particulièrement Fanny Jérôme, directrice adjointe de France Active, qui va prendre la casquette du financeur spécialisé de l'ESS. Fatima Bellarège, déléguée générale de la CGScope. Jérôme Sadier, qu'on ne présente plus. Est-ce que je donne toutes les casquettes, Jérôme? Alors, président du Crédit Coopératif qui nous soutient aujourd'hui, ça je ne peux pas le louper. Président de ESS France, qui est un de nos partenaires aussi sur les contenus, et de la VISE. Et je m'arrête là. Emma Gariani, autrefois DG de la MENUM, qui est aujourd'hui à la DINUM et qui s'occupe notamment de l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Et Léa Gillet, qui est directrice du programme Société numérique à l'ANCT, et qui nous soutient également pour accroître l'audience et le périmètre de Numérique en commun, la démarche que je présentais plus tôt, qui a été initiée il y a bien des années déjà par l'Agence nationale de cohésion des territoires. Alors, je vais poser la première question et puis commencer ensuite par Fatima pour nous dresser un petit peu, dans un premier temps, les enjeux côté coopérative. La première question, elle vise à dresser plutôt l'état des lieux, donc les problématiques qui sont liées au financement de l'innovation dans l'ESS, du point de vue, donc, Fatima, des coopératives, Scope et SIC. Alors, je vais partir, je vais me recentrer peut-être sur l'innovation numérique.
Alors, je dis ça en même temps, je vais peut-être commencer plus globalement sur les problématiques de financement qu'on peut avoir dans les coopératives et qu'on va retrouver dans l'ensemble de l'ESS, qui est la problématique en fait des fonds propres des entreprises coopératives, puisque effectivement en termes d'investissement, on ne va pas pouvoir être sur des fonds classiques, mais je ne vais pas réévoquer ce que tu évoquais notamment avec les fonds equity, mais qui sont quand même une sacrée limite, puisqu'en fait, on n'a pas beaucoup d'outils, et que le principal outil qu'on va pouvoir mobiliser pour ces entreprises, enfin en tout cas pour les entreprises coopératives, et on va le retrouver de manière très très forte au niveau du numérique, c'est le titre participatif. Et là, c'est le début de la fin. Notamment parce que l'outil n'est pas forcément connu, ce qui est bien dommage, parce qu'en fait, c'était une belle innovation publique, puisque les titres participatifs ont été créés en 83. C'était une initiative de l'État, notamment pour permettre le refinancement des entreprises qui étaient nationalisées. Donc, c'était un autre temps. Mais néanmoins, cet outil, on se l'est complètement approprié, y compris dans le cadre des derniers outils développés. On a créé à l'identique des titres participatifs les titres associatifs. Peut-être que tu en parleras tout à l'heure. Enfin voilà, donc du coup, il y a déjà la problématique de rendre visible cet outil et notamment qu'on puisse avoir aussi des partenaires qui reconnaissent à cette juste échelle cet outil. Je l'évoque parce que notamment dans une dernière discussion avec BPI France autour d'un sujet sur lequel on tournait un petit peu en rond depuis quelques années, en partenariat d'ailleurs avec ESS France et avec le réseau FER. On allait les voir parce que un certain nombre de nos coopératives se retrouvaient en difficulté parce que les dossiers, enfin les demandes de financement sur lesquelles les coopératives pouvaient être éligibles étaient retoquées parce que on considérait qu'il n'y avait pas de moyens de pouvoir bon, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on ne pouvait pas investir parce que le taux d'endettement était déjà trop élevé. Bon, sauf que voilà, quand on fait un peu de finance et BPI a rien à prendre de moi, on parle. Enfin, ce qui nous intéressait, c'était plutôt la partie fonds propres. Mais si vous avez votre banque publique d'investissement qui prend les titres participatifs comme si c'était de l'endettement, c'est quand même assez mal barré. Et donc ça, c'est quand même un travail de longue haleine, parce qu'aujourd'hui, les titres participatifs du point de vue de BPI France sont considérés comme d'endettement. Donc là, on a un combat que nous menons au moins à 3 organisations et sur lequel on a réussi à clairement identifier là où était le frein. Et pour pas être trop longue, donc sur le numérique, bon, on touche déjà sur une matière où on est beaucoup plus sur de l'innovation, avec aussi beaucoup de casse. Hein, donc là, on a, nous, créé, à force de voir des dossiers qui ne pouvaient pas être financés, y compris avec nos propres outils, parce que voilà, c'est pas le même risque. On a créé un nouveau fonds qui a 3 ans maintenant, qui s'appelle CoopVenture, notamment pour pouvoir investir dans nos coopératives numériques. Et là, c'est pareil, c'est une problématique quand on évoque à différents partenaires, il y a un vrai intérêt, je pense notamment aux partenaires publics, pour qu'on ne soit pas uniquement sur des fonds privés, mais qu'on soit bien sur des fonds avec des fonds privés et des fonds publics. On s'est retrouvé avec la même difficulté en fait à présenter ce fonds. On parlait tout à l'heure de Cédric O, donc à côté, on avait un ministre qui nous disait mais c'est super, mais allez-y, on a besoin de ça. Parce que l'enjeu de ce fonds, il n'était pas très compliqué, c'était de se dire on va investir dans nos startups du numérique, et notamment celles qui sont sous forme coopérative, et pas que, celles qui ont en tout cas une dimension éthique, parce que ça sera un gage d'emplois non délocalisables et de garder en fait les emplois sur le territoire. Alors évidemment, ça s'adressait à une cible assez particulière. On n'était pas sur la start-up qui veut faire la culbute, dont l'objectif est une revente à 10 ans ou à 5 ans. Voilà, donc on était quand même sur une cible qui est bien identifiée,
La réalité, c'est que, moi je dis merci au président du Crédit Coopératif, mais c'est un fonds qu'on a réussi à créer avec 100% de fonds coopératifs. Avec le Crédit Coopératif, avec le mouvement que je représente, et avec quelques grandes entreprises qui ont été d'accord pour le faire. Derrière, on n'a pas su convaincre, nous ne répondons pas aux critères de fonds, y compris de nos banques publiques. On a eu un très long échange avec la Banque des Territoires, mais y compris sur les taux de retour à l'investissement, ça ne rentrait pas dans les critères. Et ça, c'est quand même une vraie problématique de regarder, en tout cas en termes de financement, les grandes limites auxquelles on fait face. Je vais donner donc la parole à Fanny, parce que je pense que ça sera une belle illustration et des compléments évidemment de ce que vient d'évoquer Fatima. Du point de vue du financeur de l'ESS, comment on répond à ça? De financeurs solidaires que nous sommes. Bonsoir. Alors, je vais peut-être faire une présentation un tout petit peu différente et pas simplement parler que du financement, parce que l'investissement, en fait, je trouve que c'est finalement tout un parcours que doit vivre l'entreprise. Alors, nous, à France Active, on finance environ 2000 structures de l'économie sociale et solidaire chaque année, plusieurs milliers de structures accompagnées. Et donc, dans ces structures-là, on a bien les deux typologies que mentionnait Jeanne, qui sont à la fois finalement des startups sociales qui mettent le numérique au cœur de leur projet, mais on a aussi des structures traditionnelles qui finalement vivent leur transformation numérique, qui intègrent le numérique en fait dans les services qu'elles vont offrir à leurs bénéficiaires et qui sont amenées à revoir parfois complètement même leur chaîne de valeur. Ces structures-là, quand elles viennent nous voir, elles ont des besoins d'investissement et souvent, en tout cas pour une partie, des enjeux de trésorerie, alors besoin en fonds de roulement, trésorerie de démarrage. Alors peut-être qu'est-ce que c'est que l'investissement, puisqu'on en parle ce soir. L'investissement, si on devait le résumer vraiment à l'extrême, c'est je dépense maintenant et j'ai les gains demain. Voilà. Finalement, l'investissement, c'est quoi? C'est un pari sur l'avenir. Et c'est ça qui est compliqué finalement en fait avec le financeur. C'est arriver à être dans le dialogue avec le financeur et finalement à gagner la confiance du financeur pour pouvoir mener à bien ce pari. Et donc, nous, ce qu'on voit dans les projets qu'on a financés et les difficultés que rencontrent les structures, finalement, elles sont un peu tout au long de cette démarche d'investissement. Le premier sujet, avant même qu'on aille trop vite sur la question du tour de table, qui est la question sur laquelle tout le monde arrive, et il y a énormément de conférences dessus, le premier sujet, c'est déjà d'arriver à bien monter ces investissements, c'est-à-dire faire ces bons choix d'investissement et arriver à bien les évaluer. Ce n'est pas un petit sujet dans le numérique, ce n'est pas un petit sujet dans l'innovation. Comment est-ce que je suis capable en fait de bien évaluer mes coûts? Comment je suis capable d'avoir parfois un regard sur des choses sur lesquelles je n'ai pas d'expérience? Quand on travaille par exemple avec des structures existantes qui organisent leur transformation numérique et qui sont loin du numérique au démarrage, ce n'est pas des petits changements. Et forcément, ça va avoir à la fois des coûts importants, sur le plan, on peut le comprendre, du développement informatique, par exemple, mais on va aussi avoir des plus annexes qui va simplement être l'évolution des métiers, l'accompagnement des équipes, la formation des équipes. Donc, on voit en fait qu'on a un premier sujet, finalement, c'est l'investissement. Et c'est un vrai sujet qui permet aussi d'apporter de la confiance aux financeurs et à l'investisseur. Ensuite, on a le deuxième sujet qui est bien sûr d'organiser son tour de table. Mais son tour de table, notamment dans l'économie sociale et solidaire, il ne peut pas être simplement binaire comme on le connaît dans l'économie plus classique, où finalement je vais chercher un investisseur qui va intervenir au capital de ma structure. Plutôt de construire un tour de table qui soit réaliste avec ma capacité économique. C'est-à-dire, quand j'investis, il faut que j'ai une vision du coût de mon modèle économique sur du pluriannuel. Et il faut que je vois aussi mes capacités de dégagement de marge et qu'est-ce que je peux rembourser. Et compte tenu de ça, je vais devoir structurer un tour de table qui est à la fois un mix public-privé. Plus j'ai un modèle social, plus il faut du coup que j'ai un tour de table qui soit très 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 patient, soit effectivement avec une partie de subvention d'investissement par exemple. Et puis si je suis vraiment sur la start-up sociale que mentionnait tout à l'heure Fatima,
qui cherche des rentabilités importantes, effectivement, je serais sur des levées de fonds beaucoup plus classiques. Donc là, il y a un vrai sujet pour la structure, c'est penser son modèle, penser finalement demain quels sont les gains qu'elle attend des investissements qu'elle produit, mais du coup, avoir une correspondance avec le tour de table qu'elle organise. Et puis, il y a un troisième sujet dans l'investissement. Donc, on l'a bien vu, il faut monter son projet, il faut faire sa levée de fonds qui soit cohérente avec son modèle économique. Il y a un troisième sujet, et pas des moindres, il faut bien mener ses investissements. Et nous, une partie des difficultés qu'on rencontre dans les structures qu'on accompagne, c'est finalement, j'avais vraiment un super projet, ça correspondait très bien, la stratégie était bonne, mais je me suis trompée finalement dans mes investissements, où j'ai pas réussi à bien les mener. Et c'est des sujets très existants dans la partie numérique. Pourquoi ? Parce que parfois, on a des structures qui manquent d'expérience. Et donc, nous, un des conseils qu'on leur donne, c'est notamment tester et apprenez de tests. Faites pas forcément des trop gros morceaux d'un coup d'un seul. Voilà. Donc, pour nous, on voit au travers des structures qu'on accompagne vraiment cet enjeu d'accompagnement en tant que financeur tout au long en fait, de sa partie d'investissement, dans le montage, dans le tour de table, mais aussi sur l'accompagnement sur la durée de la mise en œuvre. Merci beaucoup. Alors, l'accompagnement, excellente transition vers nos actrices publiques. Je vais commencer par toi, Emma. Donc, toi, au cœur de la transformation publique de l'État, qui prend un tournant aussi très collaboratif, de mon point de vue, mais aussi de ton point de vue d'ancienne directrice d'une société coopérative d'intérêt collectif, la MENUM. Voilà, quelles sont, de ton point de vue, les problématiques aujourd'hui qui sont liées au financement de l'innovation de l'ESS ? Comment est-ce que vous commencez au sein de l'État à penser aussi collectif et notamment commun ? On a abordé au cours de la table ronde précédente. Et puis, j'imagine que tu avais plein de choses à nous partager. Alors, donc effectivement, moi, je m'occupe au sein de la direction interministérielle du numérique, qui est rattachée à la Première ministre et au ministère de la Transformation et de la Fonction publique. Je m'occupe d'un programme qui s'appelle Accélérateur d'initiatives citoyennes, qui vise en fait à rapprocher l'État des porteurs de solutions citoyennes et notamment des communs numériques. Alors, les communs numériques, en 2 mots quand même, qu'est-ce que c'est ? C'est comme les communs, hein, si vous connaissez, les forêts sont des communs, la banquise est un commun, voilà. C'est pareil, mais en numérique. C'est-à-dire que c'est une ressource partagée par une communauté d'utilisateurs actifs, contributeurs, mainteneurs, utilisateurs, et qui se donne des règles pour agir, pour comment est-ce qu'on contribue sur Wikipédia. Donc typiquement Wikipédia, voilà, c'est peut-être le plus connu des communs numériques. Et moi, je suis arrivée à un moment où la direction interministérielle du numérique se dote d'une feuille de route qui est très tournée vers les communs numériques et le logiciel libre et l'open source, avec une ambition sur ce sujet. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on crée un espace dans lequel l'État et les communs numériques, les initiatives citoyennes qui sont souvent portées par des formes associatives, des formes sociales associatives, peuvent collaborer ensemble sur du moyen terme. Pourquoi il y a besoin de cet espace-là, en fait ? On pourrait se dire, bon, il n'y a pas tellement besoin. Alors, il y a un petit réverb, je précise pour la technique. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ça ? Parce qu'en fait, l'État, c'est l'État, on dit l'État, en fait, c'est pas monolithique, c'est plein de ministères, mais c'est une culture souvent un peu centralisatrice, en tout cas en France, nationale, qui a parfois du mal à être dans une posture de coopération. Voilà. Pas partout, pas toujours, heureusement. De l'autre côté, on a des initiatives de communs numériques qui sont internationales, Wikipédia, avec des communautés mondiales qui s'organisent de manière totalement distribuée, avec une culture qui est une culture de la centralisation, qui n'est pas une culture administrative. Donc il y a quand même besoin de passeurs. Et c'est ce que nous faisons à l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Pour arriver au sujet du financement, pourquoi parce que nous, on travaille avec 4 communs numériques, Open Food Facts, Pioneer, Printux
et UMAP, qui fait des cartes. Ces communs numériques-là, pour certains, ils travaillent déjà avec l'État, pour d'autres, pas du tout. Ils ont tous une problématique qui est celle de leur modèle économique, qui est liée au fait qu'un commun numérique a ses assets stratégiques qui sont ouverts. Votre code est ouvert à tous les vents. Votre base de données est ouverte à tous les vents. Vos algorithmes sont ouverts à tous les vents. Et si vous avez du hardware, votre hardware est ouvert. Vous mettez les plans sur Internet, n'importe qui peut le reproduire. Dans ce contexte, comment est-ce qu'on arrive à vous financer ? Parce que j'imagine que quand vous faites une due diligence c'est-à-dire vous examinez un dossier de financement, vous regardez quand même un petit peu le modèle économique. Et dans la société numérique classique, le modèle start-up fonctionne sur la base souvent d'enclosure, c'est-à-dire ma base de données, c'est ma richesse. Et mon modèle économique est basé sur cette base de données-là. Et les communs numériques, en fait, apportent une troisième voie dans l'économie numérique, qui est très liée à l'économie sociale et solidaire, puisque souvent ce sont des formes associatives, ou parfois coopératives, et souvent maintenant des fondations, notamment aux États-Unis, qui portent donc ces initiatives-là. Elles apportent une troisième voie dans l'économie numérique, qui est une voie dans laquelle, en fait, on n'est plus sur une économie dans laquelle on échange des services, je te paye, tu me payes, mais dans lesquels on échange de l'usage et de la réciprocité. Et donc, les valeurs des communs numériques sont extrêmement proches en fait de celles de l'économie sociale et solidaire. Et donc, pour revenir au modèle économique, l'enjeu qu'on a là, c'est d'avoir pour les communs numériques, soit qui se créent, soit qui sont déjà existants, qui sont des modèles économiques très sobres, c'est-à-dire parfois il n'y a pas de salariés. Infoclimat, base de données météorologique ouverte, qui existe depuis 10 ans, a eu l'année dernière, dans le cadre de notre accompagnement, notamment avec un coup de pouce financier, son premier salarié. C'est parfois aussi, comme Open Food Facts, des organisations très structurées qui peuvent avoir plusieurs salariés, 5, 6, voilà. Donc avec des modèles économiques divers, mais qui reposent quand même vraiment sur des équilibres qui peuvent être précaires, avec de faibles, des marges qui peuvent être très faibles. Et vous avez quand même ces organisations-là ont besoin ont des coûts en fait qu'on ne voit pas assez, qui sont les coûts humains. C'est-à-dire que donc quand vous développez, vous avez besoin parfois de compétences techniques qui sont des compétences qui sont chères sur le marché. Alors souvent c'est aussi des contributeurs bénévoles, donc il y a un mix. En tout cas, ce qui est important pour nous en fait à la DINUM d'accompagner, c'est vraiment on les accompagne en fait dans leur structuration, dans la gouvernance, on fait des mises en relation avec d'autres acteurs de l'État et on essaye effectivement de les faire en sorte qu'ils décrochent d'autres financements auprès d'acteurs parapublics, auprès d'autres ministères, où parfois ça vient également de nous, et en essayant d'avoir cette approche de moyen terme. Parce que ce qui est compliqué aussi, c'est que c'est des modèles économiques qui sont donc fragiles, qui ne séduisent pas en fait les acteurs classiques du financement, donc il y a nécessité quand même d'avoir une intervention étatique. Moi, je suis à titre personnel très convaincue que les financeurs de l'économie sociale et solidaire sont des portes vers lesquelles ils peuvent se tourner. Simplement, ils vont pas faire de levée de fonds classique, quoi. Ça, c'est pas possible. Ou alors c'est possible, mais ça met à risque l'intangibilité des assets numériques, c'est-à-dire votre base de données. Une fois que vous levez des fonds, vous allez devoir développer un modèle économique qui va vous imposer de rembourser en fait vos investisseurs. Et donc il y a toujours ce risque de fermeture du commun, qui est un risque très présent dans les communs numériques. Donc voilà, moi c'est un petit peu ce que je voulais délivrer comme message là-dessus, c'est qu'il y a vraiment un lien à créer, je pense, avec les acteurs financeurs de l'économie sociale et solidaire pour ce profil de projet. Également que du côté de l'État, vous avez bien compris qu'il y a toujours un petit pas de côté culturel à accompagner, et c'est ce que nous on fait dans le cadre de l'accélérateur d'initiatives citoyennes. Merci beaucoup. Alors Léa, le programme Société numérique de l'ANCT en fait pilote historiquement la politique publique d'inclusion numérique. C'est un peu le berceau historique de l'ESS numérique, dans l'éducation populaire notamment, et la médiation numérique aujourd'hui. Et donc, vous accompagnez des organisations de l'ESS, parfois vous êtes même sociétaire de coopératives. Quel est le rôle de l'État dans le développement de l'ESS numérique et on continuera sur les perspectives ensuite. Pour ajouter aussi sur Société numérique, on a aussi on porte aussi
Et je pense que c'est important, l'enjeu des communs numériques. C'est-à-dire que du coup, tout ce qui est commun numérique est aussi un peu par essence raccroché à l'inclusion numérique. Et quand on parle d'inclusion numérique, on parle effectivement beaucoup d'éducation populaire, beaucoup d'économie sociale et solidaire. Et voilà, c'est en tout cas dans notre tête, ça va ensemble. Ça, c'est pour le côté voilà, un petit peu historique. Moi, ce qui me semble important, parce qu'on parle aussi des limites, et les limites de l'État, de l'action publique, des collectivités locales, on en a parlé, c'est aussi une force. C'est-à-dire qu'on n'est pas un investisseur. Nous, en fait, on n'investit pas, on finance ou on achète. Grosso modo, on a deux modalités. Hein, on finance, c'est de la subvention, on achète, c'est de la prestation, et on est assez limité dans ces outils. La députée Mireille Clapeau en parlait juste avant. On a un souci de professionnalisation pour dépasser, puisqu'en fait, ces outils, on peut les dépasser, on peut en faire des choses assez structurantes. On peut réussir aussi à construire des modèles où on finance par de l'amorçage sans aucune contrepartie pour pouvoir derrière acheter. Et donc, du coup, dans ce cas-là, je pense qu'on ne galvaude pas ni les communs, ni l'ESS, mais on l'assoit d'une certaine manière. C'est juste qu'effectivement, ça se travaille dans la durée et ça suppose, et je pense que c'est là où d'une certaine manière, il y a une limite et tout un travail, mais qui est assez structurant. Enfin, ce que tu disais, Emma, c'est-à-dire qu'on a une révolution culturelle à faire. Je pense qu'on va y revenir. On s'y attelle, on essaye. C'est jamais hyper évident. Et si on fait un pur retour d'expérience, quand l'État se met au milieu d'un commun, c'est pas si facile que ça, en fait, parce que l'État et les communs, c'est quand même, voilà, ça pose des vrais sujets de définition, de place, voire même de droit. Mais par contre, de manière plus structurante, je pense que la vraie difficulté qu'a l'État, et c'est important en termes de sociologie aussi administrative, et quand je dis État, moi je suis un agent de collectivité locale, donc j'embarque aussi les collectivités locales, c'est une forme d'aversion au risque. C'est-à-dire que si je pense qu'il y a une aversion au risque qui est bien normale de la part d'investisseurs, même avec une rentabilité dégradée, il y a aussi une aversion au risque du côté, en tout cas des administrations. Je ne parlerai jamais pour des élus, mais du côté des administrations, en fait, financer l'innovation, financer l'ESS, c'est prendre le risque de ne pas avoir de résultats. Et en fait, c'est bête, mais en tant qu'administration, pour défendre des budgets, et donc pour continuer à soutenir aussi nos politiques publiques, c'est important d'avoir des résultats. Donc une action connue, c'est du fonctionnement, c'est un peu routinier, mais à la fin, on a des résultats. Et la deuxième chose, et je pense que c'est peut-être un peu discutable, en tout cas ce que je veux dire, c'est que l'innovation dans l'ESS, elle marque aussi d'une certaine manière les limites du caractère systémique et des ambitions de l'État. Et ça, c'est hyper difficile à admettre aussi d'un point de vue administratif. Je pense qu'on en parle tous, et l'ESS parle beaucoup, par exemple, d'essaimage. Enfin, il y a beaucoup de questions autour de comment on duplique un modèle qui a été innovant à un endroit, comment on l'étend. Et en fait, on n'arrive pas à le faire, mais c'est tout le principe. Enfin, c'est parce que ça marche à un endroit, une innovation, elle répond à un besoin particulier à un moment et un schéma. Sauf qu'en fait, quand on est une collectivité locale, quand on est l'État, on cherche à porter une politique publique. Donc, on va chercher un effet systémique. Et donc, comment on digère cette innovation, c'est pas du tout évident, en fait, parce que, encore une fois, on n'a que deux outils, la subvention, l'achat. Et donc, en fait, la subvention, à un moment donné, a ses limites. Donc, on doit passer sur l'achat. Et quand on rédige un cahier des charges, un achat, on le norme. Et donc, du coup, on sort de l'innovation. C'est pas forcément évident. Et c'est pour ça qu'on a du mal à soutenir dans la durée, où je pense, effectivement, si on parle après des pistes d'ouverture, il y a toute une révolution culturelle à mener. Je pense qu'on a de bons espoirs, mais ça va prendre effectivement du temps qui n'est pas non plus celui de la transition numérique. Merci beaucoup, Léa. Et donc, Jérôme, pour alors rebondir sur tout ce qui a été dit, en fait, on comprend qu'il y a un continuum de financement qui va de l'amorçage jusqu'au changement d'échelle. Il y a des tentatives aussi ces 10 dernières années de FISO, par exemple, qui n'ont pas forcément fonctionné. Voilà, quels sont les rôles qui sont un peu clés dans ce continuum de financement, d'après toi? Et qu'est-ce que tu veux dire en rebond à tout ce qui a été partagé? Merci beaucoup et bonsoir à tous. Je ne suis pas sûr que je vais être politiquement correct, mais bon. Quand même rappeler au départ que le SS, entre autres choses, c'est un mode de financement de l'économie. Au sens où la plupart du temps, le SS s'autofinance par les apports de ses parties prenantes. La plupart du temps. Il y a aussi des subventions, bien sûr, il y a des revenus d'activité, et dans des cas extrêmement minoritaires, il y a des investisseurs. Bien intentionnés la plupart du temps, bien sûr, mais qui, évidemment, ont leurs propres limites. Et quand on essaie d'aborder la question de la transition numérique,
C'est sûr que, vu l'ampleur des enjeux et des investissements, on se heurte par définition à un problème vis-à-vis du mode de financement habituel de l'ESS et d'autre part aux limites des investisseurs habituels de l'ESS. Et c'est là qu'on a besoin aujourd'hui d'aller en chercher d'autres avec des nouveaux outils et surtout avec un peu d'autres ambitions. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de la BPI dans la salle, mais ça va mal se passer pendant quelques instants, mais après ça ira, je passe à autre chose. Parce que au-delà du fait que la BPI fait de la concurrence déloyale avec l'argent public, bon, ça finira dans la justice un jour, c'est pas très grave. Mais le problème, c'est que autant de promesses non tenues commencent à poser un vrai problème. Le FISO, c'est une partie du problème. C'est pas, malheureusement, pas le seul. Et au-delà de ça, il y a une volonté délibérée de ne pas prendre en considération les modèles économiques de l'ESS. Délibérée. Pour des raisons de rentabilité pure. C'est un objet d'intérêt général, hein, théoriquement, la BPI. Je pourrais parler de la maison mère, qui s'appelle la Caisse des dépôts, avec Fatima. Alors, Fanny ne peut pas trop parler de ce sujet, mais nous, on est un petit peu plus libres. Mais Fatima le sait bien, on a un vrai problème aussi de doctrine d'engagement de la Caisse. Je dis Caisse des dépôts, je dis pas Banque des territoires, parce que Banque des territoires n'est pas une banque. C'est une marque commerciale, peu importe. Donc je parle de la Caisse des dépôts et de sa doctrine d'engagement qui aujourd'hui n'est. Je parle pas des montants en jeu, hein, parce que l'argent, elle en a, c'est pas le sujet en fait. Mais c'est la façon dont elle conçoit son positionnement par rapport à des investissements d'avenir, et notamment ceux qui concernent l'ESS dans ses activités et ses entreprises dans leurs organisations économiques, leur modèle, etc. Et le fait que la Caisse des dépôts aujourd'hui considère que son rôle n'est pas d'être un investisseur de premier rang, mais d'intervenir après les investisseurs privés, est un vrai problème de positionnement, d'abord, et fait preuve d'un certain cynisme accessoirement. Parce qu'évidemment que quand les investisseurs privés sont passés devant avec des exigences de rentabilité qui sont au niveau d'un investisseur privé, elles bénéficient de ce qui a été négocié avant. Si elle passe en premier, la plupart du temps, elle n'obtiendra pas tout à fait la même rentabilité dans ses investissements. Donc il y a une part de cynisme dans l'affaire qui, je pense, commence à poser un petit problème. Et si on veut, pardon, je suis un truc un peu large là, mais si on veut traiter de notre sujet, on va avoir besoin de tous les outils possibles qui sont aujourd'hui des outils publics, et en premier lieu de l'établissement financier le plus important en termes publics, qui est la Caisse des dépôts. Mais ça veut dire qu'il lui faut un mandat politique. Et ce mandat politique, il dépend du Parlement. Et ça, je pense que c'est un sujet qu'on va devoir porter dans les mois, les années qui viennent. Je pense que ce ne sera pas simple et pas court de faire en sorte, j'ai déjà touché un mot à Lia Grégoire, mais je pense que ce ne sera pas si simple que ça. Donc, il va falloir mettre une pression d'enfer pour que le Parlement, et par ses représentants, notamment à la commission de surveillance de la Caisse des dépôts, se saisisse de l'affaire et que ça aille jusque dans la filiale, parce que la BPI est une filiale de la Caisse des dépôts qui agit au nom de l'intérêt général. Et il y a un moment, il faut qu'on fasse de la politique aussi et qu'on passe par ce terrain-là. Après, évidemment, il va falloir qu'on fasse autre chose en attendant. Et là, il va falloir je crois qu'on rassemble les énergies, parce que je pourrais toujours dire qu'au Crédit Coop, on fait des trucs super, et c'est vrai qu'on en fait. Fatima l'a évoqué, mais je ne peux pas faire de l'autopromo, parce que je sais très bien aussi qu'on ne peut pas répondre à tout. Donc notre sujet à nous, c'est de convaincre maintenant tous ceux qui sont historiquement des financeurs de l'ESS de consacrer une partie de leur énergie et de leur argent à investir dans les sujets qui nous intéressent là maintenant. Mais il faut qu'ils le fassent avec là aussi une doctrine d'engagement qui n'est pas pâlement imitée d'investisseurs assez classiques. Ce qui arrive. Il y a des fonds d'investissement, comment dire, d'institutionnels de l'ESS qui ont des exigences de rentabilité qui n'ont absolument rien à voir avec l'ESS. On peut comprendre, hein, c'est pour leur bilan financier, mais au moins, on a aussi ce sujet-là. Et accessoirement aussi le fait que ça soit sans couloir et à aucun moment on a une volonté collective de traiter un sujet. Je rappelle que le premier fonds d'investissement dans l'ESS s'appelle l'IDES, on vient de fêter ses 40 ans. Là-dedans, il y a
tous ceux que vous connaissez, hein, la BAIF, la Massif, la MGEM, la GMF, le Crédit Mutuel, le groupe UP, le Crédit Coopératif, l'État, et c'est historiquement le fonds en fait qui a servi à financer l'économie sociale sous la forme qui reste ultra minoritaire, celle du capital investissement, mais avec une philosophie qui était de dire on le fait, et ça répond à des questions qui ont été évoquées, on le fait collectivement, dans l'intérêt collectif de l'ESS, et sans jamais chercher à dénaturer la gouvernance des entreprises dans lesquelles on va investir. Et je crois que seul l'outil collectif, les outils collectifs, il n'est pas obligé qu'il n'y en a qu'un seul, mais les outils collectifs d'investissement, France Active est par ailleurs un très bel exemple de ça, permettront à l'ESS d'attirer des investisseurs au niveau essentiel, tout en respectant ce que sont les structures de l'ESS. Je ne crois pas à un seul instant que les fonds plus conventionnels investiront avec des exigences de rendement durablement calquées sur les modèles de l'ESS et avec une considération minimale pour la gouvernance concrète de l'économie sociale et solidaire. Je crois que c'est le collectif là-dessus qui nous sauvera. Après, évidemment, on va aussi bricoler plein de trucs. Des garanties, France Active en fait, des régions en font, et on va bricoler aussi des programmes d'accompagnement. Le DLA a commencé à s'occuper de l'accompagnement sur la transition numérique. Mais pour finir, je crois qu'il y a encore un blocage qui nature aussi, je ne sais pas s'il est politique ou s'il est psychologique, on va dire, mais il faut qu'on arrive à convaincre qu'il y a une autre façon de faire de la transition numérique que de se vendre GAFA. Et tant qu'on n'aura pas commencé par ça, très franchement, on va jouer aux marges, mais on ne jouera pas au cœur du problème. Et c'est ça qu'il faut qu'on travaille en termes de... C'est le sens de ma présence aussi, à vrai dire ici, hein, c'est pas pour parler des financements, excusez-moi, mais on trouvera d'autres occasions, on va dire. Mais c'est faire un peu de politique et tout ça, c'est que si on ne convainc pas qu'il y a une autre façon de concevoir la transition numérique, qu'on n'ait pas une forme de fatalité à se mettre pieds et poings liés avec des acteurs qu'on a déjà évoqués, on ne va pas avancer très très vite, à vrai dire. Donc, on a intérêt à porter le discours politique, et puis évidemment, il faut que ça suive derrière. Voilà. Merci beaucoup, Jérôme. On peut applaudir. Alors, on va passer à la deuxième grande partie orientée solutions cette fois. On a bien évoqué les contraintes, on a bien râlé. Si on devait envisager une sorte de social French Tech, on en parlait avec le secrétaire général du Conseil national du numérique, quel serait le rôle des pouvoirs publics, ou du plaidoyer, Jérôme, et vis-à-vis de qui? Parce qu'en fait, quand on étudie un peu les freins, il y a une chose dont on n'a pas parlé aussi, c'est le droit européen et le système des services économiques d'intérêt général qui sont une potentialité d'ouverture pour financer un certain nombre de services, notamment numériques, dans l'économie sociale, puisque on voit bien que parfois ni le marché ni l'acteur public ne peuvent répondre à certains besoins. Donc, je vais recommencer par toi, Jérôme, avec un petit focus européen, cette fois. Il y a pas mal de politiques publiques structurantes là, qui sont passées au niveau européen dernièrement, avec la transition numérique intégrée. Je pense au plan d'action européen pour l'économie sociale et à la feuille de route Transition Pathway, dont on va parler à Saint-Sébastien la semaine prochaine. Voilà, et l'Europe dans tout ça, et comment est-ce qu'on amorce un modèle numérique d'intérêt général au niveau européen avec l'ESS? On va s'en parler la semaine prochaine, surtout à Saint-Sébastien. Moi, j'ai encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sujets sur lesquels la France, à mon avis, a grand-chose à attendre de la grande initiative de la Commission européenne sur l'économie sociale et solidaire, mais celui-ci c'en est un. Voilà. Pour le reste, objectivement, ce que fait la Commission, on le fait déjà quand même plutôt pas mal en France, en fait. Donc, par contre, il y a quelques sujets un peu plus innovants qui me semblent aujourd'hui représenter pour la France et l'ESS française une vraie opportunité, en fait, pour peser sur les choses. Alors, que dire exactement Moi, je vais détourner non pas l'attention, mais un tout petit peu le sujet.
parce qu'en fait, c'est Emma qui m'y a fait penser tout à l'heure. C'est de sa faute, en fait. Sur la question de la propriété des communs et de leur aspect fermé. Moi, j'ai un vrai problème. Et en fait, il y a une partie qui dépend du droit européen. C'est pour ça que j'en parle aussi. C'est qu'en fait, on a beaucoup d'entreprises de l'ESS, notamment des gros acteurs, mutualistes par exemple, ou coopératifs, et notamment dans le monde financier, qui en fait sont détenteurs de données importantes, de données de vie quotidienne, de santé, d'assurance de manière plus générale, de données financières. Et en fait, moi je pense qu'il faut qu'on arrive à réfléchir à la façon dont les données dans ces organisations-là, coopératives, mutualistes, c'est peut-être aussi le cas dans quelques associations, mais c'est moins souvent le cas, en tout cas moins systémique, comment ces données peuvent être gérées sous la forme de communs. Mais ça sera forcément des communs fermés pour le coup, parce que la réglementation sous la protection des données personnelles va forcément s'appliquer. Néanmoins, moi, ce que je souhaiterais qu'on aborde avec l'Europe, c'est de savoir comment adapter dans la réglementation sur la protection des données, j'essaie de limiter la réverb, mais c'est compliqué, comment on gère le consentement dans un cadre collectif. Parce que moi, il y a un truc qui m'emmerde profondément, je vous le dis franchement, pardon de le dire comme ça, mais c'est que sous couvert de protection des données personnelles, on autorise la marchandisation de ces données. En tant que président d'une banque, la donnée des clients, elle est sacrée, bien évidemment, mais la qualité de la donnée, elle ne dépend pas du client, elle dépend de la banque, en fait. De la même façon, dans une mutuelle santé, évidemment que les données de santé appartiennent aux patients, enfin aux clients, aux sociétaires, ce qu'on veut. Mais en fait, la qualité de la donnée, elle dépend de l'agrégation faite par l'entreprise mutuelle, qui fait que ça a du sens et d'ailleurs, ça a de la valeur. Et donc moi, j'ai un vrai problème avec cette philosophie-là qui consiste à dire on protège la donnée personnelle, mais par contre, si la personne veut dire, ce qui est aujourd'hui le cas, hein, à sa mutuelle, vous me donnez toutes mes données de santé sur les 10 dernières années parce que je veux les donner à un courtier qui va les vendre ensuite avec mon autorisation pour qu'on me fasse des offres adaptées sur je ne sais quoi, ça, il a le droit. Bon, c'est pas arrivé encore à ce stade, à ma connaissance, mais il a le droit. Or, je pense que dans des organisations collectives qui se réclament de l'ESS, qui fonctionnent sous forme mutualiste et coopérative, on doit pouvoir fabriquer des communs, les gérer de manière coopérative, évidemment, et notamment pour faire en sorte que derrière la valeur qu'on a créée collectivement, en investissant collectivement sur la qualification de cette valeur, par rapport aux données recueillies, bénéficie à l'ensemble, et pas qu'à une seule personne. Parce que finalement, c'est l'investissement fait collectivement par les adhérents de mutuelles, par les sociétaires d'une banque coopérative, etc., qui a fait que ces données existent et qu'elles ont de la valeur. Donc, si on doit les exploiter, autant que la valeur revienne vers l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise, en tout cas les adhérents et les sociétaires. Et ça, c'est pas compatible aujourd'hui avec le droit européen. Et si j'en parle, c'est un petit sujet, en fait, par rapport à la question que tu as posée, mais néanmoins, c'est important politiquement de démontrer que dans l'ESS, on se pose des questions de cette ampleur-là, de façon à démontrer que derrière, on peut gérer des communs numériques qui sont assez stratégiques, on va dire. Et ça peut avoir un effet de levier sur le reste. Voilà, principalement, moi, à ce stade, ce que j'ai à répondre à ta question, mais j'avais d'autres choses à dire, mais je les ai oubliées, donc ça reviendra peut-être dans le débat, mais néanmoins, me semble-t-il, c'est assez significatif, en fait, de ce que l'on devrait pouvoir engager entre nous. Oui, c'est un des grands enjeux, en réalité, du plan d'action et de la feuille de route. La structuration des données dans l'ESS et un code de conduite des données dans l'ESS en préparation à la commission. Léa, pour revenir au continuum de financement, quelles seraient les propositions du programme Société numérique qui a déjà un peu de bouteille en la matière? Donc c'est un peu un retour d'expérience que je te demande pour appuyer les propositions que vous formulez pour améliorer le financement de l'économie sociale numérique, mais aussi en fait s'en servir comme d'un accélérateur de transition aujourd'hui, parce qu'on en a besoin. Le premier point, je pense,
Je reviendrai après, ouais, je reviendrai à ProDonnées. Mais le premier point, peut-être, c'est, je pense qu'il faut en fait, on n'est pas bon. Enfin, on n'est pas bon en tant qu'agent public. Je pense que c'est important de le dire. On n'est pas bon dans l'ESS, on n'est pas bon dans son soutien. On a un problème d'ingénierie. Je le dis d'autant plus qu'on est l'Agence nationale de la cohésion des territoires et qu'on a été créé pour apporter de l'ingénierie. Moi, j'ai bossé en collectivité locale. Un SIEG, c'était inenvisageable parce que c'était trop compliqué. Et donc, en fait, on s'enferme, on se crée nos propres règles. J'entendais tout à l'heure le besoin d'évolution de réglementation. En fait, les cadres, ils sont souples. Ils peuvent aussi permettre d'inventer plein de choses. Ils peuvent permettre de financer des modèles dans la durée. C'est juste qu'en fait, on ne forme pas suffisamment nos agents. Et c'est aussi, du coup, un peu un appel. C'est-à-dire que les structures de l'ESS sont souvent bien mieux formées que nous. En tant qu'agent public, et je pense que ça peut être un apport. Je pense j'y pense parce qu'on a réussi à l'utiliser, mais on n'utilise pas assez le régime d'exemption sur la recherche, développement, innovation, et en fait, dans le champ des données, ça s'y prête tout à fait. Il y a plein de données. Moi, je suis hyper intéressée de savoir ce que peuvent apporter, par exemple, les données, et ça peut être un commun, des mutualistes, les données de santé, éventuellement, les données bancaires, en termes de signal, sur l'exclusion numérique de la population, et c'est quelque chose qu'on pourrait financer, pour le coup, dans un cadre d'exemption, structurer un commun derrière, et donc en fait, ça peut se faire, ça se fait, et il faut juste qu'on arrive à mieux le diffuser, voilà, et parce que je pense qu'Emma en parlera mieux que moi, donc je ne vais pas parler des prises de participation dans les cycles. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on n'était pas des investisseurs, ça nous arrive, mais c'est tellement occasionnel que je pense que ça rend compte aussi du fait qu'on n'est pas super bon. Peut-être que l'autre point, c'est plus la piste centrale qu'on voit, nous, c'est en fait de s'y frotter au commun et de confronter aussi les acteurs de l'ESS, les commoners, à ce que ça veut dire que l'État, comme membre d'un commun, parce que c'est pareil, c'est un petit sujet, mais là, nous, on est sur l'inclusion numérique, donc il y a beaucoup de formations et on réfléchit au fait, on en a marre de financer de l'ingénierie pédagogique partout, tout le temps. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, plutôt que de démultiplier les efforts, on n'essaie pas de créer un commun de formation professionnelle pour des aidants numériques qui sont dans des structures associatives, pour des conseillers numériques, pour des médiateurs numériques, pour en fait toute autre personne qui souhaite monter en compétence d'un point de vue numérique. Et en fait, moi, j'ai un vrai problème, pour le coup, conceptuel de droit, c'est que, du coup, je vais être sponsor, parce que c'est facile, je l'achète déjà, de toute façon, donc c'est évident, mais en même temps, moi, je dois dire que le service est fait, donc voilà, c'est la règle de droit public, et du coup, d'une certaine manière, je deviens mainteneur, et en fait, du coup, très vite, l'État fait tout dans les communs. Et cette révolution, c'est-à-dire que même quand on a une administration, et moi je la remercie, qui nous autorise à faire ça, parce que c'est aussi ça, à le tester, à s'y frotter, et en fait, c'est pas si évident que ça. C'est-à-dire que si on souhaite soutenir le modèle financier de commun numérique porté par des structures de l'ESS, le risque à un moment donné, c'est d'étouffer ces structures. Et donc, il faut qu'on arrive aussi à trouver la bonne place où on assure l'essentiel, et le financement, c'est quand même une grosse partie de l'essentiel, voilà, je pense, et c'est quelque chose qu'on peut faire quand on est dans les limites de l'intérêt général, sans se transformer en commanditaire, et c'est très facile à faire, mais les gens aussi, ils changent. Donc, comment on arrive à le faire dans la durée de l'action publique, et ça, pour le coup, je pense que Emma, encore plus que nous, côté société numérique, on s'y essaye, et il y aura tout un enjeu derrière d'acculturation de l'ensemble de l'administration, et je pense que ça va prendre là aussi un petit peu de temps, mais tout au bon espoir. Merci beaucoup, Léa. Emma, alors petit focus donc sur la prise de participation dans l'ESS, et comment tu vois évoluer, toi, les choses alors avec ta nouvelle casquette à la DINUM, mais aussi avec tout ton parcours. Quelles propositions tu peux faire pour développer davantage les partenariats autour de l'innovation numérique entre les acteurs publics et les acteurs de l'ESS? Alors, je pense que je suis tout à fait alignée avec ce qui vient d'être dit. Et je suis quand même, je constate que le sujet des communs numériques dans l'État progresse, qu'on développe. On est plusieurs maintenant acteurs dans l'État à développer des savoir-faire en ingénierie qui viennent pour partie d'acteurs de l'économie sociale et solidaire, dont Soga, ou qui viennent aussi d'acteurs spécialisés. Je pense à Indocube qui développe de belles ingénieries juridiques sur le sujet. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs choses. La première chose, je pense que c'est de faire confiance. Parce que là, on est en train de partir du principe quand même que les communs numériques veulent travailler avec l'État. Non.
Non, franchement, non. Il y a des fois, moi, je me suis fait bouler par des projets de commun numérique, hein, je vous le dis, qui me disent oh, mais non, nous, on est bien, on fait nos trucs avec notre communauté. On se développe par sérendipité, on n'a pas envie d'accélérer plus que ça. Alors, je tairai leur nom, mais vous les connaissez, parce qu'ils sont assez connus. Et donc voilà, ne partons pas du principe que les communs numériques veulent toujours travailler avec l'État. Il y a aussi une éthique libertaire, voire voilà, chez ces acteurs-là, qui n'est pas toujours culturellement proche, qui ne les rend pas toujours en appétence d'une coopération avec l'État. Maintenant, pour ceux qui veulent bien le faire, qui sont d'accord pour faire ce pas avec nous et faire ce chemin avec l'État, il y a première chose qui est donc de faire confiance. C'est-à-dire, nous, comment on travaille à l'accélérateur d'initiatives citoyennes? En fait, on a un accompagnement un peu 360. On a des coachs qui appliquent la méthode qu'on appelle Betago, qui a été développée au sein de la direction interministérielle du numérique. Donc, on a des coachs qui arrivent dans les équipes et qui prennent en route le train des équipes qui travaillent, des collectifs qui travaillent, pour essayer de détecter quels sont leurs besoins et d'apporter les bonnes connexions, soit au sein de l'État, soit au sein de financeurs, soit sur des terrains d'expérimentation, vraiment tous azimuts. On se met au niveau des équipes et on travaille avec eux pour vraiment créer ce terreau de confiance. La deuxième chose, c'est que, quand je dis confiance, c'est aussi ne pas vouloir on flèche pas, nos subventions n'ont pas d'obligation de résultat. C'est-à-dire que, pas d'obligation de résultat, plus dans le sens, on ne flèche pas en disant il faut faire ci, il faut faire ça, ou voilà ce pourquoi on vous soutient. On est très ouvert en fait dans la discussion avec eux en leur disant voilà, la grande thématique de soutien, ça va être ça. On a envie de vous soutenir voilà, dans votre action. Donc voilà un soutien. Mais on essaie justement de s'éloigner de cette logique de commanditaire, en tout cas au sein de l'accélérateur. C'est pas forcément le cas au sein de la direction interministérielle du numérique, puisqu'on a aussi des marchés publics qu'on peut passer en tant que commanditaire. Voilà. Donc la confiance, c'est essentiel. Et je pense que ça se construit à grande échelle dans des événements comme ceux-ci, qui rapprochent des financeurs de l'économie sociale et solidaire et des acteurs étatiques, comme Numérique en commun aussi, où il y a en plus les tiers-lieux, les commoneurs, qui sont là. Et donc, on apprend à se côtoyer à cette occasion. Je pense que la deuxième chose, c'est quand même investir dans les compétences. Alors, tu parlais d'inclusion numérique, évidemment, moi j'y suis sensible avec mon ancienne casquette de la Mednum. Je pense que on pourra vouloir transformer autant qu'on veut l'économie et l'économie numérique, tant que les gens ne sauront pas qu'en fait il faut faire attention, au lieu d'accepter tous les cookies, il faut faire attention à bien décocher les choses, tant qu'on ne se rendra pas compte qu'effectivement, quand on a un smartphone Android qui va scanner, va scanner, monitorer notre activité et y être. Tant qu'en fait, on n'aura pas cette culture numérique qui fait que les gens vont être sensibles au sujet des données, vont prendre du recul sur ce sujet et vont se saisir. Je pense qu'il y aura les communs numériques auront du mal quand même à passer le mur du son, quoi. Donc très très important cette question de l'inclusion numérique et de la culture numérique et l'investissement dans les compétences numériques, dans le sens où j'ai le sentiment que, moi je vois les communs qu'on accompagne, ils sont financés par des acteurs de l'économie sociale et solidaire, par exemple la Fondation AFNIC, je crois aussi la Fondation Crédit Coopératif, par la Fondation Google également, pour certains. Et donc, en tout cas, souvent c'est du financement par projet. Et ça, c'est un peu la marotte classique, hein. Ils vont là, ils perdent beaucoup d'énergie en fait à demander des financements, et ça le fait d'aller sur des projets rend difficile pour eux le fait d'investir dans leurs compétences clés, notamment sur les sujets numériques. Par exemple, je suis une association qui a envie de se numériser, de développer. Comment je finance en fait ça? Si je suis un commun numérique, j'ai besoin d'avoir 2 DevOps pour continuer à développer mon produit, parce qu'ils sont contributeurs bénévoles, mais qu'en fait ils ont besoin, parce que le produit grandit, que la demande grandit, il faut pouvoir les rémunérer au moins un petit peu, même si c'est pas beaucoup.
Comment je fais financer ça? Et en fait, il y a voilà, une certaine perte d'énergie, mais qui est aussi côté acteur public, hein, je vous renvoie à la balle, voilà, qui est liée au fait qu'on saucissonne un petit peu ces actions-là. Et donc, c'est compliqué pour ces acteurs-là, sur des compétences qui sont coûteuses, d'embarquer les gens. Parce que la vocation sociale ou l'intérêt général, le fait de travailler pour l'intérêt général, pour des profils qui sont rares, voilà, c'est une condition nécessaire, mais pas toujours suffisante. Il y a aussi ce volet-là, je pense, qui est assez important. Et le dernier truc, moi, je crois quand même vraiment que les communs numériques et l'économie sociale et solidaire sont faits pour aller ensemble. On parle beaucoup de souveraineté numérique. Je suis assez sensible à ce que tu dis, Jérôme, sur la question de voilà, comment est-ce que l'économie sociale et solidaire crée des alternatives. Les communs numériques créent une troisième voie aussi. Et donc, ils sont assez faits, je pense, pour s'entendre, d'autant que si vous avez des assets numériques ouverts qui sont détenus par une association, une coopérative ou une fondation, c'est difficile de leur mettre la main dessus quand même. Hein. Et la forme capitalistique de l'économie sociale et solidaire, parce qu'elle est solidaire, participative et inscrite dans une gouvernance démocratique, rend difficile les prises de contrôle extérieures. Et ça, pour moi, c'est un vrai argument dans le fait qu'on gagnerait beaucoup, pour des raisons aussi de souveraineté numérique, à avoir des acteurs qui portent des communs numériques, qui se développent en ampleur, qui ne seront jamais rachetables. Voilà. Et on parle un peu de décolonisation numérique dans un rapport du Sénat là, que je disais récemment. Je pense que l'économie sociale et solidaire a un rôle à jouer là-dedans. Et que voilà, les communs numériques et la forme sociale et ces formes sociales-là sont faites pour s'emboîter et puis pour développer des choses qui peuvent apporter des alternatives. Merci Emma. Alors Fatima, on comprend qu'en fait le super pouvoir de l'ACES, comme d'habitude, c'est la coopération. Alors, au sein de la CGSCOP, on a une petite association qui s'appelle COPTECH. Et je tiens à féliciter d'ailleurs la CGSCOP qui est les seules têtes de réseau de l'ESS à pouvoir définir combien de SCOP et SIC ont pour cœur d'activité le numérique aujourd'hui. C'est très pratique pour SOGA. En parlant avec un certain nombre de coopérativistes dont je fais partie, puisque je suis aussi salariée de Copanem, on se rend compte qu'il y a une grande capacité aussi de création de modèles communs, finalement. Alors, comment est-ce que les coopératives peuvent créer ensemble, finalement, ces modèles alternatifs? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin et comment est-ce que, finalement, on peut soutenir ça financièrement, mais aussi en termes de compétences? Alors la COPTECH, effectivement, on dénombre, puisqu'il y a cette association qui s'est créée, il y a 200 coopératives numériques en fait qui se retrouvent, 200 sur 4600 SCOP et SIC, c'est pas mal au final. Alors comment ça se développe? Mais je crois que là c'est quelque chose qui est très commun avec l'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire que quand on est sur des initiatives un peu nouvelles, des expérimentations, l'ESS est quand même assez championne, on peut lui reconnaître ça. Et le modèle coopératif est un des modèles sur lequel on arrive à développer ces initiatives avec les mêmes problèmes de modèle économique, en tout cas d'équilibre, puisque un des sujets que peuvent avoir justement toutes ces coopératives du numérique, c'est de travailler justement sur leur modèle économique, de pouvoir en tirer des revenus. Alors ceci dit, on a une belle diversité, c'est extrêmement intéressant parce qu'on a aussi des super belles boîtes en fait, avec des résultats assez incroyables, qui sont vraiment des très très belles entreprises. Donc les petites deviendront grandes. Comment on peut être un peu plus volontariste? Peut-être je vais reprendre 2-3 choses qui a été évoquées par les uns et par les autres. Je suis très contente que cette fois-ci, c'est plutôt Jérôme qui a mis son petit coup de gueule parce qu'il paraît que j'en faisais trop. Donc j'y suis allée mollo. Donc là, j'étais ravie et prête au combat parce que je pense qu'effectivement, on n'avancera absolument pas sur le sujet si on n'est pas plus politique. Donc je ne vais pas te paraphraser, 100% d'accord. Allons-y. Un des autres points qui est assez, en termes de perspective, je pense que Léa, vous avez évoqué la formation des agents.
Et là, c'est carrément un des nœuds, mais vraiment un des nœuds, en particulier dans le numérique. On parlait tout à l'heure, Emma, d'incubateur d'innovation sociale. Sur la partie numérique, c'est pas si simple que ça pour l'économie sociale et solidaire. D'ailleurs, on ne se connaissait pas. Et donc, pour identifier l'ensemble des acteurs du numérique, Jeanne, tu parlais de la Social French Tech. Bon, tout l'écosystème French Tech, en fait, ont une très, très grande méconnaissance. Par contre, effectivement, passer des alliances, on sait faire. Alors, en même temps, il faut savoir passer des alliances sans se faire bouffer. Et dans le numérique, en général, on se fait assez vite manger nos idées parce que on est sur des sujets des communs et puis on est tout, on partage tout jusqu'à voir que, en fait, l'idée qu'on est en train de développer, elle est chez le voisin. Mais voilà, mais en tout cas, ça renvoie quand même à cette question de la formation et je vais même jusqu'à ce qu'on évoquait, même quand il y a de l'argent qui est fléché. Si vous orientez des financements, on l'a demandé dans l'évaluation de la loi, je ne sais pas si un jour on arrivera à obtenir des données sur vraiment ce qui est injecté véritablement dans l'ESS. Si vous n'avez en fait que des professionnels techniques qui ont une méconnaissance totale du fonctionnement de l'ESS, vous risquez pas d'être financé. Alors ça, c'est une certitude. Tout à l'heure, j'étais avec mes amis de la Caisse des dépôts, je leur redisais que sur la problématique des fonds propres, considérer avoir beaucoup investi dans les coopératives quand dans les 7 dernières années, vous avez eu 13 SIC, je ne parle pas que du numérique, tout confondu, sur les 1459 SIC où il y a eu un investissement, soit on le regarde, soit on le met de côté. Mais ça, c'est une réalité. Et c'est une réalité qu'on va retrouver à la Caisse des dépôts, à BPI-France, mais qu'on pourrait retrouver dans n'importe quel secteur. C'est-à-dire, vous avez des gens qui nous regardent, tant qu'on n'aura pas transformé l'économie, on va continuer à nous regarder avec un angle qui n'est pas du tout le bon. Et puis, peut-être le dernier point, peut-être pour réagir à ce que vous disiez aussi, Léa, en fait, on n'est pas étouffé. On n'est pas du tout étouffé par l'État. En fait, on n'est pas vu. Je pense que c'est pire, en fait. Et donc, dans cette préoccupation de se dire, oh là là, mais si on avance avec l'ESS, on risque de les étouffer. Bon, commençons déjà, un petit début de commencement et tout ça. Mais je pense que la logique, elle est vraiment... on a certainement un travail sur l'image à faire, mais au-delà de ça, en fait, on ne se croise pas, on se croise peu. Et donc, l'entrée, et heureusement, elle est beaucoup au niveau territorial, avec des collectivités qui, par contre, ont compris. Et donc, parmi les grands investisseurs de l'économie sociale, il y a nous-mêmes, heureusement qu'on n'attend pas, mais il y a aussi les collectivités territoriales. Et moi, j'avais envie de faire, je le fais assez rarement, je fais assez rarement la pub des SIC, mais là, on parle des communs des SIC, mais pour le commun des SIC, il y a un statut. C'est la société coopérative d'intérêt collectif. Elle répond complètement à ces enjeux. Sur les données, ça serait complètement adapté. Et donc là, on a vraiment, pour le coup, un très bel outil qui nous permet, en tout cas, différentes parties prenantes, de se retrouver ensemble et d'être en particulier sur les communs. Merci beaucoup. Et donc, dernière intervention de Fanny Jérôme avec vos propositions, éventuellement aussi peut-être une ouverture sur les coopérations avec d'autres pays, d'autres écosystèmes européens, si ça se fait chez France Active. Vaste sujet. En fait, moi je trouve que dans les débats, on a deux sujets quand on est financeur en fait sur le plan numérique. C'est la question effectivement de la sécurisation du financement, en tout cas pour un financeur. Et puis il y a la question de la rentabilité dont on a parlé. Sur la question de la sécurisation, pour nous, un des enjeux, c'est effectivement qu'on soit plusieurs à accompagner la structure. Et effectivement, il y a un sujet de compétences numériques. Ouais, je pense qu'on doit commencer déjà par former nos propres conseillers sur le territoire et qu'ils sachent aussi vers qui ils peuvent, avec qui ils peuvent travailler localement. Donc, on voit bien, en tout cas, tout cet enjeu et ce travail et cette culture aussi de l'investissement dans les structures. Alors, c'est vrai dans l'ESS, mais il faut qu'on se rassure aussi, c'est vrai dans l'économie de manière générale. Je trouve qu'on
on aborde très vite la question de la levée de fonds sans se poser la question finalement de qu'est-ce qu'on cherche à faire et comment est-ce qu'on organise vraiment notre investissement. Donc, je pense qu'on a un vrai sujet sur comment est-ce qu'on est plusieurs à être autour du projet et à l'accompagner. Et effectivement, je pense que dans la vie de la structure, on est plusieurs, mais à des moments différents. Et je pense que c'est là où, en fait, on passe un peu à côté. C'est comment est-ce qu'ensemble, en fait, on accompagne la structure. Est-ce qu'on se nourrit les uns des autres? Moi, quand j'ai des fondations qui me disent « Ah, j'ai vu que France Active avait financé cette structure, donc j'ai filé une suite d'investissement », je me dis « C'est dommage. » Nous, on a organisé un tour de table, on a essayé de répondre aux besoins. Et en fait, intervenir après coup, bon, tant mieux pour la structure, mais est-ce que c'était vraiment le besoin? Je ne sais pas, en fait. Et ça, je me dis, faut qu'on arrive demain à se mettre autour de la table et c'est pas si simple. Et après, il y a la question de la rentabilité sur l'économie sociale et solidaire, et c'est pour ça que l'épargne solidaire existe. Et donc, à France Active, nous, on a une société d'investissement qui a aujourd'hui un peu plus de 300 millions d'euros de capital, qui est constituée exclusivement par de l'épargne solidaire, et c'est une épargne dans laquelle les épargnants font un choix social, finalement, avant le rendement de leur capital. Et donc, nous, on peut intervenir aujourd'hui à des taux, entre guillemets, très adaptés, du coup, à la rentabilité réelle des structures. Du coup, j'en profite, puisque Olivia Grégoire, la ministre, a indiqué que sur les fonds 90-10, qui sont des fonds dédiés à l'épargne solidaire, on allait passer à 15%, et pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que plus on aura d'épargne solidaire, plus on peut en fait financer le secteur. Donc, voilà, pour nous, il y a vraiment deux enjeux dans cette partie-là. C'est à la fois, effectivement, comment est-ce qu'on est plusieurs autour du projet et sur son accompagnement et tout au long du projet. Parce que je trouve qu'on se définit trop vite sur le financement. Et pour nous, en tant que financeurs, tout se joue après, puisqu'il faut que la boîte, elle rembourse. Et puis, il y a effectivement comment est-ce qu'on intervient financièrement. Pour nous, très franchement, on va être basique à France Active, on y a réfléchi plein de fois et ça fait 25 ans qu'on travaille sur le sujet. On tourne autour des outils financiers. On a fini par se dire, bon, ok, ça va pas être un débat, parce que pourquoi? Le capital, c'est pas ouvert, c'est pas adapté pour les coopératives ni pour les associations. Titre associatif, il y en a 2 par an depuis 25 ans. C'est pas ça l'outil, c'est hyper complexe à mettre en œuvre. L'outil participatif est très adapté pour les coopératives. Finalement, nous, on se dit, le prêt participatif, c'est un très bon outil à partir du moment où on l'adapte en fait aux besoins des structures. Et la question, c'est la durée aussi dans lesquelles on va intervenir et le différé qu'on va accorder. C'est-à-dire que dans un investissement, on sait très bien qu'on n'a pas un retour tout de suite. Et donc, comment est-ce qu'on est patient? 2 ans, 3 ans, 4 ans? On est capable de faire aujourd'hui des prêts participatifs jusqu'à 10 ans. Sur des taux qui sont très, très faibles et adaptés en fait à ces projets-là. Donc nous, c'est vraiment la stratégie aujourd'hui qu'on a, c'est finalement faisons des outils simples dans lesquels on n'a pas besoin de faire une levée de fonds, voir 15 000 avocats et avoir des coûts de gestion faramineux. Par contre, la question, c'est finalement en fait, qu'est-ce que cette épargne, elle attend comme rendement? Et quand on est sur de l'épargne solidaire, du coup, il y a un choix derrière des épargnants et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'investir. Pour vous donner un ordre d'idée, on a investi un peu plus de 50 millions l'année dernière dans l'économie sociale et je pense qu'on peut aller au-delà dans les prochaines années. Oui, merci, parce que je voulais réagir à un truc qu'a dit Fanny. Je suis d'accord avec ce qu'elle a dit, mais quand Fanny a évoqué la déclaration de la ministre il y a 2 jours, lundi, sur les fonds 90-10, je vais raconter une anecdote et puis du coup ajouter un sujet européen en fait. Moi, il y a quelques années, avant que je sois administrateur de banque, etc., je pensais naïvement que les fonds 90-10, c'était 90 de solidaire et 10% de non solidaire. Bon, j'ai appris que c'était l'inverse, dont acte. Mais pour info, si vous ne le savez pas, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on ne peut pas aller au-delà de 10 dans les fonds solidaires, pour le solidaire, parce que la réglementation européenne a fixé comme limite à des actifs qualifiés de pourris, c'est le 10%, c'est le maximum des actifs pourris dans les fonds solidaires. Donc nous, on l'a assimilé en droit français à ce qu'on va investir dans le solidaire, parce que pour avoir un passeport européen pour ces fonds, c'est-à-dire pour investir dans des valeurs européennes, il faut respecter ce ratio maximal de 10% d'actifs pourris.
Et donc, en France, on l'a vendu 90-10 pour dire il y a 10% de solidaire. Bon, je pensais que c'était l'inverse, mais peu importe. Et donc, si on veut maintenant aller à 4-5-15, ça se heurte en fait à une réglementation européenne qui ne permet pas de mettre plus de pourri qu'on en a aujourd'hui. Donc voilà. Donc, il y a deux sujets. Est-ce qu'on pourrait essayer de qualifier ça autrement que comme pourri? Ce serait bien. Et deuxièmement, faire en sorte que si on veut une approche franco-française sur le sujet, il y aura deux solutions. Soit la directive change, soit on demandera à ceux qui pilotent ces fonds solidaires de ne pas investir dans des valeurs européennes, sinon ils tombent sous le coup de la directive. Voilà, donc on a ce sujet-là en plus à traiter, mais c'est vrai que Olivier Grégoire a annoncé que c'était 750 millions d'euros en plus. Et moi, je vais le redire, il n'y a pas de problème d'argent, en fait. Ni d'argent public, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, ni d'argent privé, notamment par l'épargne. Donc là, il y a sur un trait de plume 750 millions d'euros en plus. Il y a aussi tout le LDDS qui n'est pas objectivé aujourd'hui en termes d'emploi. Donc en fait, voilà, avec un peu de volonté politique, on devrait pouvoir arriver à avoir des programmes consistants, on va dire ça comme ça, d'investissement dans plein de sujets relatifs à l'ESS, y compris celui qui nous occupe aujourd'hui. Merci beaucoup. Et je suis désolé, il faut que je vous quitte. Vraiment. Oui, pas de problème. Je vais laisser ces dames conclure avec un petit Je vous laisse mot, entre vous, pour la excusez-moi. suite. Mais... Merci Jérôme. En tout cas, c'était une belle ouverture vers San Sébastien. Merci beaucoup. On portera le sujet. On se voit lundi. Voilà. Merci beaucoup Jérôme. Et moi qui veux, pour un petit mot de la fin. Non, c'est pas une obligation. Voilà, petit mot de la fin. Moi, je suis quand même très. On se l'est dit, on se croise pas assez. Et je trouve que moi, je remercie. Enfin, c'est un petit mot de remerciement en forme de remerciement. Voilà, aux partenaires qui ont permis de faire en sorte qu'il y ait ce type d'événements sous la bannière numérique en commun qui permettent justement de réfléchir ensemble, de se rassembler, parce qu'en fait, la bataille en fait dans laquelle on est, qui est celle d'avoir un numérique désirable, inclusif, innovant, soutenable, démocratique, d'aucuns diraient souverain, c'est la bataille de notre temps. On a besoin pour la mener, je pense, de voix qui soient complémentaires aux voix actuelles, et on a besoin d'être ensemble. Et pour être ensemble, il y a justement cet intérêt, voilà, de se rassembler pour voir qu'en fait, il y a des choses qu'on partage, il y a des choses qu'on fait en commun et peut-être des choses qu'on pourra faire demain ensemble. Moi, sur mon sujet, voilà, je partageais sur les communs numériques. Je pense qu'on gagnera probablement à resserrer ces liens-là. Non, je voulais juste dire en conclusion, déjà un grand merci Jeanne pour l'organisation. Je pense qu'on a un vrai enjeu quand même sur le numérique, hein, c'est quand même les emplois de demain. Et là, pour le coup, que ce soit l'ESS ou l'État, etc., tu m'y as fait penser tout à l'heure, parce qu'en fait, on n'est tellement pas dans cette acculturation qu'on a besoin d'investir ce champ-là. Et on n'y est pas suffisamment. On n'est vraiment pas suffisamment, etc. Et puis, dès qu'on se retrouve en fait avec des spécialistes, il y a vraiment une culture numérique à décoloniser, pour reprendre tes termes. Mais c'est les termes du rapport du Sénat que je citais opportunément. C'est pas forcément d'accord. Mais il y a un vrai enjeu, parce qu'on a une telle méconnaissance que quand on se retrouve avec des spécialistes, des experts, on est tout de suite déconnecté sur l'écosystème, même sur la terminologie. On voit que vous êtes beaucoup plus spécialiste sur les sujets, en tout cas sur le sujet, que tous ceux que j'ai pu rencontrer, y compris dans mes équipes, hein, qui construisent plutôt des alliances, co-incubation, co-accélération, etc., mais sur lesquels il y a un vrai enjeu d'avenir pour l'ESS, parce que les métiers de demain, il y aura cette dimension numérique qui sera complètement incontournable. Eh bien, merci beaucoup Fatima. C'est un peu la raison d'être de départ de Social Good Accelerator. Donc, c'était un superbe mot de conclusion. Merci à vous toutes
et à Jérôme. Merci encore une fois à nos partenaires qui ont rendu cet événement possible, événement qui démarre, puisque vous l'aurez compris, on poursuit la semaine prochaine entre l'Espagne et la Belgique. Et puis, je tiens aussi à remercier tout particulièrement mes équipes qui ont travaillé d'arrache-pied pour mettre en place cet événement assez ambitieux qu'on espère, qu'on espère va se réitérer avec de plus en plus d'énergie en présence dans les futures années. Voilà, donc merci à tous aussi d'être restés si tard et maintenant vous êtes invités à partager un verre et un bon repas chez Amaluna juste au-dessus. Merci beaucoup.